plus de l'étude de sources médiévales ou modernes traitant de la place de l'escrime dans la société civile, alors avec des sphères culturelles européennes principalement pour ma part, de France et Allemagne, pour les matériels que je manipule. Et donc là, c'est un exercice un peu particulier que j'ai fait à l'invitation d'Audrey pour rentrer dans le thème de ce colloque et essayer du coup de prendre un regard externe sur ma pratique. Donc je vais essayer, évidemment c'est impossible, mais d'être un peu objectif en tout cas sur le domaine de la reconstitution du combat médiéval à notre époque contemporaine, étant donné que moi-même je suis acteur avec plusieurs casquettes et on verra un peu comment ça se déroule. Alors, en introduction peut-être, il faut rappeler sans doute que la vision du combat et du combattant au Moyen-Âge est très influencée, je pense, par la tripartition sociale du féodalisme sépare la noblesse de tradition militaire, le clergé et la classe des travailleurs. Donc cette tripartition relève évidemment plus d'une théorie médiévale ayant fait florès, c'est de toute façon l'objet de nombreuses publications, y compris un travail de Bie, ancien déjà, 68, peu importe. Et ça ne relevait pas d'une réalité incontestable. Alors si on pense au Moyen-Âge, aux combattants au Moyen-Âge, on pense aux chevaliers, évidemment, à la classe de la noblesse qui avait la charge de défendre le territoire ou de mener la guerre de siège. Alors, on a une représentation ici au 15e, alors c'est un petit peu flou, et d'ailleurs c'était un peu en bazar, mais c'était certainement voulu par l'auteur, d'une bataille dans les Spitzer chroniques du 15e siècle. Donc ça retraçait un combat du début du 15e siècle dans l'espace suisse avec des hallebardiers, des cavaliers, donc on est bien dans un esprit de fouillis, mais de violence. C'est l'espace de guerre, c'est un espace, on va dire, auquel on pense plus très spontanément pour la place du combattant au Moyen-Âge. Par contre, plus curieux, sans doute, en tout cas dans une vision moderne, on retrouve pour les parties basses, à la fois en bas à gauche, dans une petite frise qui a été retrouvée dans du matériel lapidaire à Strasbourg, dans une église romane qu'on ne connaît plus. Il y en a eu plusieurs qui ont été détruites. Celui-là est exposé à l'œuvre Notre-Dame. C'est donc une frise qu'ils disent fin 12e, je pense plutôt début 13e, peu importe, de combattants avec des petits boucliers. Et évidemment sans aucun élément de protection. Et en réalité, des éléments décoratifs, des représentations de ce type de combat sont extrêmement nombreux au XIVe siècle dans les manuscrits, et on en retrouve traces par ailleurs. L'autre, c'est encore plus curieux, ils sont pas en train de se sécher le cou, comme on pourrait penser, avec des serviettes, après cette baignée. Donc ce sont au contraire deux lutteurs en bray. Alors on a un registre plus limité de représentation, mais on a bien de la lutte en bray. Alors ce sont des lutteurs, les luttes traditionnelles, on les connaît en ethnographie à travers le monde. Le Moyen-Âge n'y faisait pas exception. Et là, on a une modalité encore plus particulière, non pas des luttes à la culotte, en tout cas en bray, mais ils s'accrochaient en bray. Là, c'était des luttes avec un torchon enroulé autour du cou, qui faisait, si vous y essayez, c'est extrêmement violent pour la nuque, pour les muscles de la nuque. Donc on est sur une lutte particulière qui n'est représentée, documentée en fait que par des illustrations. Donc on est ici donc, dans des formes de combat auxquelles on ne pense pas, mais c'était probablement ritualisé. Néanmoins, c'est pas parce que c'est ritualisé que ça n'avait pas de valeur. Et ça fait partie des formes de combat qui pouvaient exister au Moyen-Âge. Donc avec la diversité des contextes, je voudrais aussi passer maintenant à la diversité des acteurs. Donc avec trois anecdotes. Donc par exemple, en fin 14e, un prêtre, pas très loin d'ici, qui refuse de payer des leçons d'escrime qu'il a commencé à engager auprès d'un maître de l'épée et du petit bouclier. Et il est mis en procès à Langres à ce sujet. Et il est obligé de payer. Un autre, donc un peu plus tard, alors on est maintenant près de Bayeux, donc on se projette en Normandie, où un clerc de 20 ans qui va d'abord assister et participer à un jeu public de l'épée à deux mains, et après il continue, il quitte la fête avec un ami, ils discutent, ils ont leurs armes, sans doute qu'ils ont bu, ils se battent, il tue son ami, et c'est donc on apprend ça par une lettre de rémission qui demande pardon.
pour être du coup exempté de la peine de mort qui sinon se serait reportée sur lui. Et fin 15e, alors l'espace allemand, je m'adresse à un exemple de la noblesse, donc petite noblesse strasbourgeoise, enfin ancienne mais petite noblesse par rapport à la grande noblesse impériale, Friedrich Bock, qui est Stadtmeister, donc en plus un rôle important dans l'organisation de la ville, qui a été fait chevalier lors d'une bataille, donc du point de vue des processus médiévaux, enfin d'historique du chevalier, c'est on va dire la voie royale normalement pour être chevalier, il a participé, commandé des troupes, été adoubé, donc étant adulte, à une bataille de Säckingen, mais quand il se propose de participer au tournoi de Würzburg, qui est un tournoi à l'invitation de la très haute noblesse allemande, il se fait refuser parce qu'il ne peut pas prouver qu'il est un ancêtre qui lui-même était chevalier. Donc s'il n'était pas assez noble, pas assez, les quartiers de noblesse étant évidents, mais là il n'était pas assez de quartiers de haute noblesse pour pouvoir participer à ce tournoi-là. Donc dit tournoi, on est bien sur l'expression, on va dire, imagé, enfin c'est idéal de l'espace de combat tel qu'on se refigure au Moyen-Âge. Et bien ces espaces-là, ces grands tournois n'étaient même pas accessibles à des nobles qui eux-mêmes avaient fait leur présent, en tout cas prouvé leur valeur sur le champ de bataille. Donc on a déjà à la fin du Moyen-Âge un caractère extrêmement élitiste sur cet espace de combat et qui montre aussi, en tout cas très rapidement, que parler du combat au Moyen-Âge, c'est très complexe et en tout cas, il y a une diversité, je n'ai pas une biodiversité, mais en tout cas une ethnodiversité des formes de combat, à la fois rituelles, violence, enfin naturelles par l'ordre des guerres. Et même au Moyen-Âge, ils ont aussi eux-mêmes un regard sur le combat qui nous emmène dans des espaces fantasmés, un peu comme ça a pu être vu avec Baudolino. Donc on a ici, par exemple, dans des marges d'un manuscrit conservé à la British Library, des lièvres avec une masse d'armes, l'autre une petite bouclier qui capture un animal. Alors on n'a pas de contexte sur cette reproduction, mais dans les marginalia, c'était assez courant de voir, y compris des combattants qui ont, à l'épée bouclier, qui font face à des escargots. Et bon, c'est pas exactement ce qui a poussé les auteurs à faire ces dessins, mais c'est extrêmement commun. Et en bas à gauche, alors on peut dire là c'est logique, ce sont juste des gens qui se battent autour d'un mur. Oui, enfin non, c'est les premières mentions de combat à la barrière qui va persister jusqu'au XVIIe siècle, le combat en armure, et c'est un espace théâtralisé. Donc devant public, donc là c'est le pas de Sandricourt, donc c'est un événement organisé de combattants qui se mettent en armure de part et d'autre d'une barrière et qui s'envoient des furieux coups de part et d'autre. Alors après cet épisode-là, il y a eu des réglementations qui ont limité la violence pouvant être exprimée dans ces combats de barrière, avec interdiction de passer, ils ont augmenté d'abord la barrière pour éviter que les gens arrivent à saisir le corps des autres, ils ont limité les coups d'estoc et plus de coups de taille, enfin c'est plus une reproduction d'une forme euphémisée, d'une euphémisation en réalité, de combats qui étaient présentés, de combats de guerre, présentés sous forme de spectacle, bruyant. Et après, au XVIIe siècle, c'est même et carrément des espaces ritualisés dans le déplacement et donc ça devient une forme de danse. Donc là, l'euphémisation était beaucoup plus loin dans un processus de civilisation qui fait vraiment référence, enfin, dans lequel ça s'inscrit pleinement dans les travaux de Norbert Elias. Donc là, le Moyen-Âge lui-même est capable de se reconstruire son espace, un espace de revoir le combat sous d'autres formes, de prendre du recul et de l'articuler autour de scénarios. Donc on est à nouveau dans une forme de pièce de théâtre, pour reprendre les éléments précédents. Et alors cette fois-ci, c'est plus à la Renaissance. On trouve du discours qui nous parle de l'art du combat chevaleresque. Et ces propos-là justifient, alors j'ai des textes qui nous disent « Jeune chevalier apprend l'art du combat », mais c'est des textes de combat sans... Donc ça, c'est des combats qui se font sans armure, sans protection, et ça est a priori écrit par des gens qui ne sont pas chevaliers et appliqué par des gens qui ne le sont pas non plus. Donc on a un fantasme du combattant idéal médiéval typique qui est le chevalier, et c'est forcément si on combat comme au Moyen-Âge, on combat comme un chevalier, et on a par exemple le livre de Joachim Meyer en 1570, donc très loin de l'espace que maintenant on appelle le Moyen-Âge,
qui présente un livre qu'il appelle, alors je le donne en français, mais les bases de l'art noble et chevaleresque du combat. Et dedans, là, je vous donne une des très nombreuses et belles gravures de Stimmer, où je pense qu'un contemporain, donc de nos jours, ne reconnaîtra absolument pas un chevalier parmi les gens qui se bagarrent en costume friolant sur ces scènes-là. Mais néanmoins, on est bien pour cet auteur du XVIe siècle dans une conception, d'une revisitation du combattant et du combat au Moyen-Âge. Et maintenant, on va plutôt s'intéresser aux parties modernes. Alors, on a dit le médiévalisme fêterait ses 40 ans. Alors, on peut probablement parler de reconstitution médiévale, y compris déjà au XIXe siècle, mais ce n'est pas l'objet. En tout cas, on va retrouver depuis, on va dire, les années 80, une grande vogue des reconstitutions médiévales, dont beaucoup de groupes se sont construits au début uniquement et par le combat. Donc en haut à gauche, les guerriers d'Avalon en 92. Donc ça date un peu, mais donc on voit très bien les caricatures d'un combattant donc dans les costumes, on est vraiment sur l'évocation médiévale, si on prend des typologies, hein, il n'y a pas de... Les bras sont nus, il y a un jogging, il y a même en fait des tissus qui recouvrent des baskets, mais pour les cacher. Il y a une cotte d'armes avec un templier, donc là on a un paquet de poncifs qui s'accumulent, mais ça existait, et ces personnes-là se sont entraînées et ont probablement expliqué au public qu'ils combattaient comme au Moyen-Âge. Alors à l'époque, ils s'entraînaient toutes les semaines, donc on était aussi sur une vision protosportive, en tout cas vraiment une préparation physique et pas juste du combat théâtralisé. Alors, on a ensuite des choses plus sérieuses, avec y compris dans ce domaine de la reconstitution médiévale, une revisitation des espaces de guerre. Alors c'est vraiment anecdotique parce que ça nécessite beaucoup de matériel, mais ils ont reconstitué donc à Marle en 2009 un épisode de siège. Donc ils ont construit, c'est même pas des barricades, hein, ils ont simulé des remparts. Donc on a la possibilité ici de retrouver dans les mondes de la reconstitution médiévale l'évocation des batailles. Les participants peuvent ainsi se projeter en tant que dans les grands épisodes et le fouillis, hein, tel que je vous l'ai montré dans l'illustration des Spitzer Chroniques. Et plus curieusement, mais ça existe aussi, il y a des groupes de reconstitution médiévale qui s'attachent à essayer de retravailler non pas juste la scénographie, mais aussi des articulations plus véridiques. En tout cas, qui essayent de reconstituer, là ce sont des dizainiers en bas à droite, avec l'articulation de groupes de piétons et de cavaliers, et de réapprendre comment cavaliers et piétons pouvaient travailler ensemble et être efficaces sur le terrain de bataille. Donc ça, c'est l'association Tournoi 13 qui a organisé ça. Et qui a pu ainsi faire des travaux menant à des expérimentations, en tout cas des spectacles médiévaux à visée de reconstitution et pas que d'évocation, par exemple sur la bataille de Muret en 2012. Mais on est ici bien sur un corps qui est, on peut dire, là on a une incarnation les gens dedans, dans le monde de la reconstitution, se travestissent, portent les vêtements, si possible, maintenant de plus en plus précis et pointus, par rapport en tout cas dans les années 90 où ça pouvait être... Mais il y a encore toujours des groupes, il y a toujours un mécanisme où souvent les groupes se constituent autour de l'évocation et du plaisir de se projeter dans le Moyen-Âge par un habillement un peu imaginaire, et au fur et à mesure un travail de maturation du costume qui se fait, mais le geste reste, lui, toujours un peu fantasmé, y compris dans la représentation. Il n'y a pas de recherche en général du geste de combat, d'une part pour des raisons de sécurité, parce que le combattant au Moyen-Âge a souvent le visage découvert, pour ne citer que ça, et que c'est difficile. Typiquement, alors je ne l'ai pas montré, mais en général, dans la constitution de bataille, on interdit par exemple de viser la tête.
où les coups des stocks ne doivent se donner qu'en bas. Donc on retrouve des piquets qui, au lieu d'une logique naturelle, viseraient le haut du corps, se retrouvent avec les pics qui visent les bas. Donc on est ici déjà sur... On est obligé, enfin ce monde-là s'oblige à des éléments de sécurisation qui font qu'ils se donnent eux-mêmes des limites dans leur capacité à reconstituer ces scènes-là. On a, alors chronologiquement aussi, une forme d'incorporation du combat médiéval à travers les jeux de rôle grandeur nature, alors, que j'ai ici raccourci en GN, qui maintenant c'est un peu curieusement appelé escrime ludique quand ils sont mariés avec la fédération d'escrime pour avoir des entraînements institutionnalisés par un professeur dans des salles, donc indépendamment du coup des espaces de jeu de rôle. Donc on est bien sur ici des entraînements réguliers, donc on est sur un protosport, mais qui vise à travailler avec des armes en mousse, très largement déformés, en tout cas qui font appel à un imaginaire issu de l'heroic fantasy, et pas nécessairement d'un Moyen-Âge très scrupuleux. C'est pas l'objet. L'objet, c'est au contraire de pouvoir l'ouvrir à n'importe qui, quelle que soit sa condition physique, et sans avoir à se poser des questions sur la sécurité, ce qui n'empêche pas qu'ils s'interdisent par exemple de viser la tête, mais ce qui était pourtant une des cibles importantes, généralement, dans un combat, mais ce qui permet du coup d'avoir un public, enfin une discipline qui s'ouvre à beaucoup de gens et qui s'articule autour, enfin en tout cas qui s'articule rarement autour d'une reconstitution historique. Il y a très peu de jeux de rôle grandeur nature qui collent à un cadre et de vêtements et de contexte historique. Il y en a, mais c'est pas forcément, c'est pas naturellement ce vers quoi se penchent les personnes. Donc là, je vais montrer une hache très largement démesurée, mais ça c'est particulièrement commun. C'est amusant, mais on est sur du manipulage fantasmé. Et là, à l'autre bout du spectre, existe depuis fin des années 90, un peu plus anciennement d'ailleurs en Angleterre, de la joute moderne sportive, c'est-à-dire des gens qui vont au-delà du spectacle. Donc je ne parle pas de cascadeurs, je parle bien des personnes qui s'organisent autour d'une scène européenne très discrète. Il n'y a pas énormément de gens, il y aura peut-être quelques dizaines finalement en Europe, parce qu'il faut à la fois une armure d'excellente qualité, il faut le cheval, il faut l'entraînement. C'est donc des budgets colossaux. Et en temps d'entraînement aussi. Néanmoins, il y a bien, c'est un sport extrêmement élitiste. Alors, élitiste pas forcément au niveau financier, il y a des moyens d'aller plus loin, mais dans le fait qu'il y a très peu de personnes qui peuvent s'y adonner. Et ils ont des compétitions dans lesquelles ils essaient de recréer des joutes historiques, avec là aussi des obligations de s'adapter à des règles de sécurité. Néanmoins, là pour le coup, on est le plus proche sans doute dans les disciplines existantes de ce qui pouvait être pratiqué au Moyen-Âge, que ce soit dans le vêtement et dans la pratique. Ensuite, pour la discipline que je pratique moi plus couramment, qui sont les arts martiaux historiques européens, ça se distingue du reste. Alors, vous pouvez voir plus clairement en bas à gauche, mais le pendant il se fait par cette illustration de Stefan Albschwert, où on voit un dessin d'un maître d'armes en costume 15e siècle, et le pratiquant d'Animacha prêt à faire un assaut d'entraînement avec une veste moderne, des gants modernes, une épée à deux mains qui est prévue aussi pour ne pas tuer, pas perforer. Donc on a ici par exemple ce modèle d'épée que je vous propose de faire passer. Et donc cette activité regroupe toutes les disciplines de combat au corps à corps dont l'enseignement a cessé d'être enseigné. Donc c'est pas spécifiquement médiéval. Moi je vais m'adresser, je pense, spécifiquement sur la partie de ces disciplines qui existaient au Moyen-Âge qui ont cessé d'être enseignées, c'est-à-dire à peu près toutes. L'approche se base d'abord sur une démarche intellectuelle. Elle permet de reconstruire un panel de techniques et de méthodes induites par des documents historiques, donc essentiellement des sources primaires. Et on a effectivement des documents techniques qui enseignent comment combattre. Donc je vous en propose un qui est le plus ancien connu pour le Moyen-Âge, qui met en scène des clercs et aussi une femme. Alors je n'ai pas prise en illustration, mais vous la retrouverez à la fin. Donc c'est assez notable pour Eddie. Enfin c'est exceptionnel. Et donc à côté de cette volonté d'étude et de recherche, la démarche possède un deuxième volet qui permet aux personnes intéressées
de pratiquer ses savoirs et savoir-faire dans un contexte moderne et sécurisé, de la même façon que l'on pratiquerait un art martial. Donc c'est très complet, on s'adresse à de la lutte, du combat à la dague, de l'épée botte, en prenant réellement les sources historiques qui pouvaient exister. Donc je vous ai montré une illustration de Luc Tremblay, donc là c'est une tentative d'interprétation que j'ai faite avec un ami lors d'une fête médiévale, mais on était bien intervenu en tant que pratiquant d'AMHE, et c'est dans lequel de constituer des éléments de lutte en vrai et sur un terrain qui n'était pas sécurisé, donc les chutes ont piqué un peu, mais c'était... j'ai survécu, parce que je suis sur la photo, mais c'est pas moi qui ai gagné. L'activité donc est à deux volets, elle est sportive et culturelle. Mais ce qui la différencie de toutes les autres disciplines, toutes les autres formes de revisitation du combat médiéval, c'est qu'ici les sources ne constituent pas qu'un stock dans lequel puiser son inspiration et sa motivation. En fait, les sources exercent une fonction régulatrice forte et structurent la logique interne de l'activité. Donc c'est ce qui fait qu'il peut y avoir actuellement des critiques qui sont faites sur aussi, je vais reprendre le terme d'élitisme, en disant, mais ce qui est une mauvaise compréhension, c'est que si vous voulez, il y a des gens qui disent, moi j'ai retrouvé l'art du combat par moi-même, mais l'art du combat pourquoi pas, mais c'est lui-même qui est son créateur de l'art du combat et son épée, il ne fait pas d'arts martiaux historiques européens, il a fait peut-être quelque chose de très valable, et le fait qu'on lui l'interdise de dire parce qu'il ne se base pas sur une source, lui semble à des personnes comme une insulte à sa propre création. Donc là, l'élitisme, c'est juste de dire, maintenant, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est travailler autour des sources. Donc ensuite, on peut se projeter, faire d'autres choses, mais ce n'est plus des arts martiaux historiques européens. Ça peut être très amusant, par ailleurs, et intéressant. On a du Béour, donc ça, qui est très à la mode et qui s'est développé réellement que, on va dire, depuis 2010. Hein, c'est très récent. Ceci étant, ils partent d'un nom générique qui était quasiment un synonyme de tournoi au Moyen-Âge, donc au XIVe siècle, hein, pour les plus anciennes mentions. Et c'est une discipline où on se met en armure, à peu près historique. Vous verrez sur les photos du bas, il y a différents types de divisions, mélange des casques du XIVe. Enfin, il n'y a pas. L'important pour eux, c'est d'être en armure, de pouvoir appliquer la violence, une forme de violence maximale dans les coups et de le faire de manière sécurisée. Donc l'armure le permet. Contrairement au Moyen-Âge, ils ne combattent pas du tout comme on combattrait en armure au Moyen-Âge, parce qu'ils appliquent des coups qui n'ont aucune efficacité sur les armures qui les reçoivent, et ce qui permet de les multiplier. Et donc on retrouve des mêmes problématiques que sur la boxe moderne, où avec des gants qui absorbent beaucoup, on a des problèmes de commotion, alors qu'au début du XXe siècle, on avait moins de commotion, mais on avait le corps en sang. Mais néanmoins, c'est un sport qui se développe à l'échelle internationale et qui s'institutionnalise dans le sens où les associations qui font ça en France participent d'une filière de tournois, comme on ferait en match de foot avec des éliminatoires, des titres de champion de France, et eux-mêmes participent d'une sélection, une équipe qui participe à... il y a 2 filières de tournois internationaux, dont une des plus célèbres qui est Battle of Nations. On est très bien. Là, il y a une déformation complète d'une pratique médiévale qui visait à mettre en valeur les corps et qui avait une fonction de rituel. Ici, on applique le combat en armure à destination dans une réplique des sports modernes, dans l'organisation en tout cas des filières de sélection. Ceci étant, il permet de se défouler et il y a un attrait excellent pour ça. Les gens qui y participent ont une capacité de dépense physique qui est hors norme, en tout cas qu'on ne peut pas proposer dans beaucoup d'autres disciplines, par le port de l'armure, l'intensité. Il y a une forme aussi d'implication, probablement beaucoup plus que dans la reconstitution médiévale. On est emporté par le flux du combat. Donc il y a je n'ai pas le terme, mais une imprégnation, qu'on comprend l'attrait que peut avoir ce type de discipline-là, qui a aussi son intérêt et ses adeptes. On a un plus moderne, une activité qui nous vient de Russie,
qui reprend les codes de couleurs des arts martiaux orientaux, donc on pense au taekwondo, le rouge, le bleu. Alors ça participe aussi du drapeau de Russie, je ne sais pas si c'est un hasard. Il s'appelle Medieval Sword Fighting, donc c'est un sport moderne, russe, qui utilise un terme anglais pour se définir. C'est une fédération internationale. Ça, c'est une activité qui s'adresse principalement aux jeunes et qui donc bénéficie de la mode du Moyen-Âge pour proposer une activité, du matériel. Ils vendent du matériel, ils vendent des activités compétitrices dans lesquelles le Moyen-Âge ne se retrouve que dans des armes en mousse qui figurent l'épée très vaguement, alors, il y a les boucliers qui le rappellent un peu plus. Et c'est aussi un sport qui s'adresse à des adultes, mais en réalité, il recrute essentiellement des enfants. Et ils le revendiquent. Et dans le site internet de la fédération, ils disent bien qu'en étant adulte, on peut aller vers le BO ou les arts martiaux historiques européens, ou suivre leur filière eux-mêmes pour adultes, mais ils assument ce côté activité plus pour la jeunesse. Et ça, c'est très récent, et je ne sais pas si ça va se développer beaucoup. Pour l'instant, il y a une petite poignée de clubs qui font ça en France, donc je ne sais pas s'ils trouveront leur place sur le marché. Donc, après ce panorama, des activités qui sont variées et diverses, donc, je ne connais pas d'autres périodes historiques qui présentent une telle variété de disciplines qui permettent de reconstruire les formes de combat. On a toujours la reconstitution historique sur à peu près toutes les périodes, mais pour le reste, c'est plus réduit. Alors j'ai essayé de m'appuyer sur, juste pour montrer comment elle s'articule sur des critères de... C'est Caillois, je crois, alors c'est un peu daté, ça peut discuter, mais néanmoins c'est pas intéressant. Sur la partie agone, c'est le terme qu'il employait pour définir dans les jeux, donc il parlait de tout jeu, jeux d'enfants. L'agone, c'est le jeu d'opposition. Et on voit bien sur l'escrime artistique que j'ai un peu passé, ou l'escrime ludique, on est sur... alors je ne sais pas, je me suis trompé, mais le MSF, il est plutôt bien après, mais peu importe. En tout cas, sur l'escrime artistique, où la reconstitution médiévale des vocations, sur des espaces où finalement l'opposition est un peu euphémisée, les gens sont... espacés les uns des autres. Enfin, en reconstitution, on ne cherche pas réellement à blesser au visage, en escrime ludique non plus. En MSF, on a du matériel en mousse, c'est ce qui nous éloigne en réalité d'une forme de la violence réelle que du coup. Et on peut aller jusqu'au Béour, où là, la violence, elle est même exacerbée par rapport à la violence qu'il devrait être possible de faire au Moyen-Âge, parce qu'on se permet de taper plus fort, plus lourd, parce qu'on s'interdit de faire les coups qui devraient vraiment blesser l'autre. Donc là, on est, en tout cas, pour les personnes qui veulent reconstituer, combattre comme au Moyen-Âge, on a déjà une première grille de lecture par rapport à ce que vous voulez combattre au Moyen-Âge, ne pas trop vous faire mal. Donc vous avez plutôt des disciplines d'escrime ludique, donc de GN avec des armes en mousse ou du MSF. Si vous voulez vraiment combattre, mais en projetant le combat au Moyen-Âge, c'est violent, là, il y a le Béour. Et donc, ce critère-là peut déjà comprendre comment se répartit le public. Le terme mimicry, qui est un peu curieux de Caillois, qui décrit la capacité à s'incarner, rentrer dans un personnage, se raconter des histoires. Clairement, sur du MS, si on dit, toutes ces disciplines-là participent de ce critère, puisqu'on est bien dans le concept de combattre, comme au Moyen-Âge, pour en tout cas l'évocation médiévale ou l'ajoute, ça va être combattre comme au Moyen-Âge, en tout cas en rentrer jusqu'à porter les habits et se mettre dans un contexte. Donc on a, selon la manière dont on veut s'investir dans se projeter, s'incarner en tant que combattant au Moyen-Âge, entre des disciplines au MSF où là on est très éloigné, les AMHE, on ne porte pas de costume historique, se projeter comme combattant au Moyen-Âge est un travail abstrait, par la pratique, par l'incorporation des techniques. L'escrime ludique, on est plus sur la médiévale fantastique. Alors, le Béour, là, on est dans l'armure, et l'évocation, la reconstitution médiévale ou l'évocation, là, on est le combattant au Moyen-Âge. Donc, on a une autre grille de critères. Et le sport alternatif, donc, c'est l'autre grille, c'est comment on se positionne par rapport à la grille du sport institutionnel. Dans une vision très moderne, avec des fédérations, avec des diplômes d'enseignants obligatoires pour pouvoir accéder aux disciplines,
avec un sport qui n'est dédié qu'à la compétition. Et là, on retrouve une autre grille où le MSF lui rentre complètement dans le sport institutionnel. Et à l'autre, les AMHE, eux, ils l'ajoutent, sont un peu entre les deux. Les AMHE, parce que tout le monde peut accéder facilement à l'enseignement. Il faut juste, par contre, s'astreindre à travailler sur une source. Et la compétition, on est 15 tous ensemble, il n'est pas mis en avant. Les vocations médiévales, eux, ils n'ont pas de compétition du tout. Donc on est... et le dernier critère, l'accessibilité, ça va être la joute est inaccessible pour la plupart des gens. Et le MSF est très accessible financièrement, en tout cas. Par contre, il faut trouver un club. Donc on a tout ceci peut expliquer, on peut trouver plein d'autres critères, c'est difficile de les représenter, mais qui font que toutes ces disciplines, finalement, couvrent un large spectre des capacités à se projeter dans l'époque moderne en tant que combattant au Moyen-Âge. Il y a une faible concurrence en réalité entre les disciplines. J'ai essayé de représenter, en regard du titre de mon intervention, des critères d'arts martiaux, sport et spectacle, où on voit que les AMHE sont entre art martial et sport, le MSF est purement un sport, la joute, le béour, l'escrime artistique sont entre sport et spectacle, et les vocations médiévales, elle est essentiellement plutôt du domaine du spectacle. Donc on a ainsi un certain nombre de critères qui font que le public voulant s'adonner à ces pratiques-là trouve à travers ces disciplines-là, selon ses attentes, ses critères, une possibilité, peut trouver facilement chaussure à son pied. Et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est qu'il y a une forte porosité entre ces disciplines. Il y a beaucoup de personnes qui passent de l'une à l'autre, soit dans une évolution personnelle, soit parce que la plus proche de chez lui géographiquement lui a permis de découvrir ça, puis ensuite c'est vous, on est par maturation à vouloir faire autre chose. Et il y a beaucoup de gens qui font des arts martiaux historiques européens, de l'évocation médiévale, du béour et du MSF, etc. Donc on n'a pas d'opposition réellement sur ces pratiques. Je ne sais pas comment elles évolueront dans l'avenir, mais c'est clair que j'ai, moi en tant que responsable d'association, des gens qui viennent aux arts martiaux historiques européens qui pourtant couvrent de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle, les gens qui me viennent me voir, bonjour, je voudrais apprendre à combattre comme au Moyen-Âge. Après, ils prennent goût au combat comme à la Renaissance, comme au XVIIe siècle, comme au XIXe, mais le Moyen-Âge est une porte d'entrée à ces études du combat historique avec des armes blanches. Merci à vous. Plus de 10 000. Un bon cheval de joute, c'est au moins 5 000 avec le dressage, plus l'entretien annuel. L'armure, une bonne armure, les bas de gamme, c'est 5 000. Donc on est déjà à 10 000. Si vous voulez avoir des très bonnes armures, il faut probablement aller au-dessus. Et je ne parle pas ensuite du coût récurrent. Il y a un petit côté archéologie aussi qui peut être là, qui peut travailler là-dessus. Je me rappelle avoir suivi les 600 ans d'Azincourt quand ils avaient essayé les armures, parce qu'en fait, c'est célèbre en Henri V, on voit les chevaliers hissés à cheval, ça. En fait, ils sont aperçus que même à 100 kg, ils peuvent vraiment bouger, en fait. C'est en fait, en utilisant d'ailleurs le poids de l'épée là, comment le manier de telle sorte, même avec une certaine grâce, avec une certaine efficacité, c'est pas évident, finalement. Donc c'est intéressant de pouvoir voir l'exercice et le maniement des choses et ça peut ramener beaucoup plus à comment le combat était réel en fait. Si par rapport à ce qu'on aurait pu faire au cinéma où les épées étaient peut-être faits en bois et des traces comme ça. Mais... le caractère, alors je ne me suis pas appesanti dessus, parce que il y a des personnes qui font de l'archéologie expérimentale en tant que chercheurs réellement. Donc moi je pense à mon ami Daniel Jacquin, qui a fait sa thèse sur le combat en armure, alors avec des composantes, y compris physiologiques, mais qui a fait aussi beaucoup de médiation culturelle avec des vidéos à musée de Cluny, où il montre qu'il peut rouler, qu'il peut pas passer par-dessus un escabeau. Il a fait une compétition entre lui courant en armure face à un militaire avec sa tenue d'entraînement et un pompier qui a la tenue d'intervention. Donc pour montrer en tout cas que les trois avaient finalement les mêmes
pénalité en termes de charge et que le combattant en armure n'avait pas plus de gêne dans sa mobilité que les deux autres protagonistes. Alors, sur les autres disciplines, ça existe aussi. Sur le matériel, il y a une très forte articulation justement sur de l'étude historique des armes. Alors, c'est plus les pratiquants des arts martiaux historiques européens qui s'y intéressent parce qu'effectivement, essayer de reprendre un document technique avec du matériel qui est trop lourd, et c'était le cas au début, où on avait moi j'avais fait l'épée, mes premières expérimentations de combat avec l'épée et petit bouclier, c'était en 2002, et j'avais une épée d'1,5 kg, alors que normalement elle devrait être de 900 à 1 kg. Donc je peux vous dire que ça change considérablement ce que l'on peut faire avec l'arme en main, sans être Schwarzenegger, c'est juste énorme, 30% de points, et les équilibres. Donc ça, c'est des équipes d'armes. Donc il y a du travail face à la fois une étude précise du matériel archéologique pour en comprendre les mécaniques, et ensuite avec des artisans qui ont la compétence pour reproduire aussi du matériel de qualité. Mais ça, c'est uniquement au service, après, du point de vue du combat au Moyen-Âge, de la capacité à reconstruire le combat, et sachant qu'il faut être très humble. Alors j'ai vu une critique assez forte j'ai oublié son nom en préparant cet article, de Buffo, je crois, enfin, je vais retrouver, je ne l'ai pas mis là, Sergio Boffin, qui disait que c'était impossible en fait, que les pratiquants des arts martiaux historiques disent qu'on essaye de reconstruire, mais qu'il y a une impossibilité à le faire. Mais ces arguments portaient plus sur le fait que tout corps est différent, mais en réalité, les techniques de combat, dans les sources qui sont données, techniques, n'adressent pas de discours particulier par rapport au corps. Et nous-mêmes, en tant que moi-même, je suis éducateur sportif par ailleurs, un des enjeux, c'est bien que chaque personne apprenne à combattre en exploitant des sources techniques, et que c'est lui qui doit faire son chemin, s'éduquer pour arriver à faire se mouvoir son corps de sorte à reproduire les principes. Mais il faut bien aller chercher la logique interne de l'activité, et permettre ensuite aux gens de jouer, de l'articuler avec leur propre corps. Et ça, et du coup, d'une personne à l'autre, on a aussi des manières différentes et qui peuvent coller au texte. Je me rappelle, à Alésia, il disait qu'il y avait finalement très peu d'échanges à l'époque gaulois-romaine. Il y avait peut-être un ou deux coups, et évidemment, c'était mort. Et ça m'avait surpris. Et je me demandais ce qu'il y avait une plus grande conversation finalement de combat d'épée au Moyen-Âge, parce qu'il y avait des parades. Alors, oui. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de parade d'ailleurs. Il y a beaucoup comme il y a un gros fantasme sur les épées celtes, en se disant elles tordaient, donc on ne pouvait pas faire. Il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Là, je pense qu'on a des poncifs qui sont aussi amplement répétés sur ce sujet. Pour sortir, je vais remonter même avant à l'âge du bronze, il y a une étude assez sérieuse qui a été faite avec des armes reproduites en bronze et des impacts lame contre lame, ou lame contre bouclier, et regarder les déformations que ça induisait et comparer avec du matériel qu'ils ont retrouvé en archéologie. Alors évidemment, c'est assez limite, mais il a pu montrer, d'une part, qu'on retrouvait un certain nombre d'actions de défense lame contre lame, y compris des travails au fer, c'est-à-dire l'arme. Alors le terme travail au fer sur les armes en bronze, c'est un peu. C'est pas tout à fait ça, mais qui montrait que des actions je travaille au fer et je glisse ma lame sur l'autre dans un mouvement de rotation produit une déformation du métal que l'on retrouve sur des déformations qu'on ne reproduit pas autrement et qu'on retrouve sur des armes historiques. Donc, on peut retrouver sur d'anciennes armes. Donc des actions qui devaient pouvoir être réalisées. Maintenant, il est clair que sur des armes qui ne sont pas faites mécaniquement pour recevoir des chocs latéraux et qui se déforment, vous allez vous défendre avec qu'en dernier recours. Parce qu'elles sont simplement pas faites pour ça. Si l'arme est faite pour trancher, vous avez un bouclier, vous allez utiliser le bouclier pour vous protéger. Mais l'essor de la métallurgie, dans le cours du Moyen-Âge, modifie aussi ce rapport à l'arme. Et l'épée à deux mains arrive tardivement aussi, probablement parce que, comme si vous défendez et vous combattez avec votre seule arme, il faut que votre métal soit fait d'une certaine qualité. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en friche, hein, et c'est du matériel, mais qui la partie, on va dire, expérimentation pratique permet aussi d'enrichir le travail des archéologues ou des spécialistes
des musées, enfin, des responsables de musées et des fonds de collection sur ces armes-là, parce que ça leur permet de voir aussi autrement le matériel qu'ils ont dans leur collection. J'ai pu mentionner dans la présentation qui évoque les petits boucliers étaient, on a tourné un prêtre en 392, c'était les cours pour pouvoir participer, pour apprendre ça. C'était pratique. Vous aviez l'épée standard, mais qui, seule, par son déséquilibre, encore la nécessité d'un travail de taille, ne permettait pas de se défendre seul. Donc avec un bouclier, vous pouvez aller à la taverne, assez naturellement. Donc on a des bocs qui s'accrochaient, on se balade. C'est donc quelque chose qui est à la fois petit, pratique, et en tout cas les petits boucliers, c'est la plus ancienne source d'escrime pratiquée par des gens, documentée plus exactement, et qui peut être pratiquée par des personnes qui n'étaient pas des chevaliers. Donc on trace son enseignement dès le début du XIIIe siècle en Angleterre par exemple, parce qu'ils ont aussi un fonds d'archives important. Et assez que par ce système-là, vas-y attaque-moi, je viens avec une bouclier protéger ma main et je suis vraiment, j'ai pas de risque d'avoir la main percutée. Je peux ensuite venir avec mes deux mains qui viennent chacune l'une l'autre se raffermir. Ce qui fait que, vas-y tape fort. Oui, oui. J'ai aucune inquiétude, sur la parade, il ne pourra pas me défoncer. Non mais, rapidement, on ne va pas le faire pour éviter les accidents, mais en tout cas j'ai une fermeté importante par l'association des deux, donc y compris face à des épées à deux mains. Dans ce contexte-là, sur ce jeu-là, vas-y si tu m'attaques, on va simplement... Je suis ici, là en plus lui il n'a pas projeté son bouclier, donc là je viens me défendre, je vais râper son avant-bras, je rentre sur la cible, il n'a rien gagné. Donc il va lui-même projeter son bouclier. À partir du moment où il projette son bouclier, on va se retourner pour que vous voyez. Il projette son bouclier. Donc là, dans cette situation-là, on a le fer. Moi, je vais passer mon bouclier en dessous, venir percuter les deux, puisqu'il s'est protégé la main et les deux sont liés. Et à partir du moment, je suis dégagé pour accéder à la tête. Donc on recommence simplement. Et donc la plus ancienne source technique propose des choses un peu plus rigolotes. Là, il peut par exemple me repousser. On va faire juste sur cette séquence où tu vas m'attaquer. Si là, il pousse son lame pour essayer de... Quand tu pousses pour la dégager, bah, je peux le laisser faire. Je vais décrocher. Et j'en vais avec moi. Alors ça, on a ces systèmes de clés là. Ce que je peux faire aussi, donc on recommence sur la même séquence, il me rabat, vas-y tu rabats, je passe par-dessus et je reviens sur un système de percussion de l'autre côté. Donc on a vraiment un travail d'opposition fer-fort, je sens ce qu'il fait, je m'adapte. Donc on est bien sur une esquive évoluée de recherche, de travail de sensation, et qui fait que la boucle étant, on a très peu de coups directs, parce qu'en réalité il se protège bien, et qu'il faut essayer, par le travail et l'habileté au fer, de saisir les opportunités. Et on retrouve du coup des qualités de l'escrime qui pouvaient introduire les jeux d'épée, dans lesquels, sachant qu'il y a une violence qui est acceptée, on pouvait aller chercher des blessures non létales, mais qui permettaient de marquer la victoire. Et on retrouve au XVe siècle des victoires accordées à la touche de sang la plus haute, probablement des bosses, mais donc la cible privilégiée c'était la tête. Et on arrivait après avec des obligations de protection avec des pointes arrondies pour ne pas crever les yeux, parce que c'est comme gênant. Et c'est à cette époque-là, ils trouvaient ça gênant. Mais par contre, se battre avec des armes en métal et qui se permettaient de toucher la tête, ça ne posait pas de problème à l'espace public. Enfin, en tout cas, aux autorités. C'était plus gênant si vous le tuiez, mais souvent, la plupart des morts, des blessures, en tout cas documentées, c'était beaucoup, effectivement, d'atteintes aux yeux. Donc, sur cette escrime-là, on va juste travailler un peu doucement. On va faire, tu le pousses, voilà, tu le pousses. Et
documentation, je crois, une de rémission où il y a une personne qui est morte avoir pris un coup dans la tête. Une semaine après, promotion. Donc on a effectivement des armes qui peuvent être dégagées. On a une grande sécurité, et là aussi j'en reviens, possibilité d'établir une escrime parce qu'on a un sentiment de protection permanent grâce à l'association des deux. Et ce qui a fait que c'était vraiment la forme la plus populaire jusqu'au XVIe siècle. Y compris, c'est bien que ça disparaît au profit des techniques italiennes, d'épée plus fine associée à la dague, mais le bouclier existe encore et très largement utilisé. On va produire historiquement, dans les illustrations, il n'y a pas de protection. Sur ce jeu d'escrime, dans les jeux d'épée, ces armes-là avec ces petits trucs étaient probablement des inventions datées déjà du milieu du XVe siècle. Donc on était déjà sur du matériel prévu, adapté. Donc les armes qui, dans le texte, parlent d'épée rabattue en français. Riveted sword en anglais, mais il parlait aussi français en état occasionel, donc on trouve aussi le terme battu. Les Allemands, donc on a des armes sécurisées pour la pratique de l'épée, en acier avec une tranchant arrondie, mais on travaille sans main nue, tête nue. Donc on est aussi là aussi sur des accès, une nécessité de se protéger les doigts, et ça c'était probablement fait pour protéger les doigts. Donc néanmoins tu vas avoir comme que voilà, je menace sa tête, pour l'obliger à se protéger, je vais essayer de menacer sa pointe, il va pas se laisser faire, ça va? Voilà. Là, il y a la protection. Moi, je me suis fait avoir, je l'ai laissé progresser autour de ma lame. Il est protégé, lui, par sa croisée. J'ai la menace de la pointe dans ma figure. Je suis battu. Tellement sans but. Donc là, j'ai fait une provocation. Je vais juste refaire de l'autre côté pour terminer. Je viens provoquer ici. Je lâche ma main. Je vais et j'avance fortement sur lui. Donc ça va. C'est pas ce à quoi il s'attend ici. Là, je suis rentré à l'intérieur de son espace et à un endroit où je ne suis plus menacé par son épée. J'entoure sa tête avec la main. Je vais choper la croisée. Je l'emmène au sol tranquillement. Et ça s'appelle montrer le soleil, mais ici ça marche pas très bien. Donc merci à l'association de taille des stocks, venue exprès pour vous. Vous pouvez sous-peser le matériel. Ils sont disponibles pour vos questions. Le temps de la